Depuis le début de ce podcast, j'ai pour habitude de vous raconter surtout des histoires méconnues. Des affaires criminelles qui ont défrayé la chronique et puis sont retombées dans les limbes du temps. Mais il arrive qu'une enquête, plus médiatisée que les autres, m'attire tout de même par ses aspects sociaux et historiques passionnants. C'est le cas pour cette saison 10. En 1933, une jeune fille de 18 ans, Violette Nozière, tente de se suicider et d'emmener ses parents dans la mort. Le scandale est immédiat, mais vous savez comment c'est. Le feu des projecteurs médiatiques permet souvent de gratter sous la surface des familles trop lisses, sans histoire, et qui, a priori, n'ont rien à cacher. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de Violette Nozière. Paris, le 17 août 1914. Un petit groupe sort de l'hôtel de ville du 12e arrondissement. Juste derrière eux, les mariés. Baptiste et sa nouvelle épouse donc, Germaine Nozière, née Hézard. Les deux époux ont une relation toute fraîche, car ils se sont rencontrés il y a à peine un an, en juin 1913. À bien y regarder, il semblerait qu'à la sortie de la mairie, ils ne soient pas deux, mais au moins deux et demi. En effet, Germaine est déjà enceinte de 4 mois lorsqu'elle épouse Baptiste Nozière en seconde noces. Je vous rassure, cet enfant est bien de lui. La Première Guerre mondiale vient d'être déclarée au début du mois, et beaucoup de couples qui vivaient jusqu'ici en concubinage se décident très rapidement à se marier pour des questions pratiques, entre guillemets, si l'homme venait à ne jamais revenir. Baptiste est chauffeur au chemin de fer au sein de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dite compagnie PLM. Il le restera d'ailleurs tout au long de la guerre. Il effectue régulièrement des trajets à des fins surtout militaires, affectés au transport des troupes et du matériel. Sa femme Germaine est mécanicienne durant toute la durée de la guerre. Comme beaucoup de femmes, elle remplace des hommes partis au front et qui ont laissé leur poste vacant. Ils ne sont donc pas bourgeois du tout, mais font plutôt partie de ce qu'on appelle alors les travailleurs. Le 11 janvier 1915, Germaine accouche et donne naissance à leur fille unique, Violette. À la fin de la guerre, la famille Nozière quitte Neuvy-sur-Loire en Bourgogne, où elle résidait depuis 1914, et s'installe 9 rue de Madagascar dans le 12e arrondissement de Paris. C'est tout près de la gare de Lyon, c'est donc une localisation sûrement plus avantageuse pour Baptiste. L'appartement est tout petit, un 2 pièces qu'ils se partagent tous les trois, au 6e étage sur cour, où la promiscuité ne laisse pas beaucoup de place à l'intimité de chacun. Très rapidement bonne élève, Violette obtient sans problème le certificat d'études primaires. Elle poursuit sa scolarité à l'école primaire supérieure pour jeunes filles Sophie Germain dans le 4e arrondissement, puis au lycée Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Devant l'esprit de Violette et sa capacité à engranger du savoir, ses parents décident de l'inscrire au lycée Fénelon, dans le quartier latin. Mais là, c'est le début du déclin. Peut-être l'adolescence et ses passages existentiels, en tout cas, les résultats scolaires de Violette dégringolent à vue d'œil et les retours de ses professeurs sont de plus en plus mauvais, voire inquiétants pour les parents de Nozière. Lors d'un conseil, il est même écrit « paresseuse, sournoise, hypocrite et dévergondée », d'un exemple déplorable pour ses camarades. Une personnalité qu'on n'a apparemment pas envie d'avoir dans sa classe. Après la Première Guerre mondiale, il flotte sur la nouvelle génération une ambiance étrange. Beaucoup de pères, de frères et d'oncles sont morts au combat. Le pays est déserté par toutes ces âmes qui se sont battues pour que les autres restent en vie. 2 clans se forment alors chez les jeunes, ceux qui sont restés là, à la maison, sans espoir d'un avenir meilleur puisqu'ils ont perdu la moitié de leur entourage, et puis les autres, ceux qui ont une furieuse envie de vivre, de transgresser les frontières de l'étiquette et de s'émanciper d'une vieille génération qui vivra habillée de noir jusqu'à la fin. Durant les années 20, Violette fait partie de la seconde catégorie. Très rapidement, dès l'adolescence, elle fait plus vieille que son âge. Ça lui joue des tours car les garçons la croient parfois majeure et son esprit mature la pousse à ne pas démentir. Violette aime rire, s'encanailler avec des filles extravagantes comme sa grande copine Madeleine Debise, dite Maddy.
Cette génération née pendant la guerre et qui vit dans une période de crise économique profonde pense surtout à se divertir et cherche par tous les moyens à se libérer de la tutelle moralisatrice et envahissante des anciens. Quand 1930 tape à la porte, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote et doivent attendre leur majorité, soit 21 ans, pour avoir la possibilité d'être un peu autonomes, comprenez, sans père et sans mari. Comment vous dire que c'est tout de même assez rare d'être une femme libre dans ces années-là ? L'avenir que la société réserve à Violette est tout tracé. Devenir une bonne épouse et une bonne mère, c'est tout ce qu'on attend d'elle. Mais Violette a l'âme fougueuse, et elle ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire et quel chemin elle doit emprunter. Elle a besoin d'indépendance, de liberté, de plaisir. Et à ce niveau-là, elle aimerait drastiquement changer de vie. Très rapidement, parce qu'elle aime à tout prix plaire, désirer et être désirée en retour, elle découvre les premiers émois amoureux et compte parmi ses amants des hommes bien plus âgés qu'elle. Il y a notamment Pierre Camus, un étudiant en médecine, puis Jean Guillard, un ami d'enfance qu'elle retrouve à Neuvy-sur-Loire lorsque les Nausières s'y rendent en vacances. Ces hommes, elle les aime, et il n'y en a pas que deux. Pour leur plaire, il faut un peu d'argent. Sortir pour les rencontrer, s'acheter des habits qui ne soient pas ceux d'une écolière, et se maquiller pour se sentir désirable. Dîner au restaurant, danser dans les bars, payer les taxis qui la ramènent chez elle. Ses parents ne sont pas très regardants pour l'époque, et elle a le mensonge facile, elle qui sèche les cours presque chaque semaine. Se faire de l'argent quand on est une jeune fille à l'époque, ça ne passe pas par 36 solutions. Mais Violette ne recule devant rien pour satisfaire ses désirs et se créer peu à peu une vie qui a du chien. D'abord, elle commence à voler un peu de sous, au domicile familial, dans le portefeuille de papa et maman Nausière, puis quelques articles de toilette chez les commerçants quand ils ont le dos tourné. Puis, comme ça ne suffit plus à combler ses dépenses, elle trouve des contacts pour poser pour des photos dans une revue. Et comme ça paye bien mieux, elle pose toujours nue. Enfin, parce que l'argent facile, elle ne s'en lasse pas, elle pratique ce qu'elle appelle les passages utilitaires. Comprenez là qu'elle n'hésite pas à se prostituer pour remplir ses poches, comme elle irait faire une course pour rendre service en échange d'un billet. Peu à peu, en quelques années, Violette s'installe dans une véritable double vie. Il y a la Violette du lycée Fénelon, une fille de bonne famille, que ses parents croient dévouée à son travail malgré ses résultats qui baissent. Et il y a la Violette délurée, qui par tous les moyens cherche à s'émanciper du regard parental et des directives patriarcales qu'on veut lui imposer. Cette vie de fête sans fin, de nombreuses rencontres et de fastes monte rapidement à la tête de Violette à qui il faut toujours plus. Sauf qu'elle s'enfonce peu à peu dans ses mensonges. En avril 1932, après plusieurs passages chez le docteur Déron à l'hôpital Bichat, il lui diagnostique une syphilis. À cette époque, ça ne se traite pas aussi bien qu'aujourd'hui et ce n'est pas anodin. Et surtout, c'est connoté comme maladie. On sait que c'est sexuellement transmissible. Donc si ça se sait, on se doute bien que ce n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit à la sage petite Violette. Comme elle est traitée à Bichat, elle y retourne souvent, et auprès de ses parents, elle n'hésite pas à inventer une adorable sœur au docteur Déron, avec qui elle passe soi-disant des après-midi entiers. Alors qu'en réalité, son temps, elle le passe surtout dans les cinémas et les brasseries des grands boulevards. On la voit notamment au Palais du Café à Saint-Michel ou au bar de la Sorbonne. Elle y fréquente des jeunes gens d'un milieu qui dépasse le sien à tous les niveaux. Là-bas, les gamins sont très aisés, parlent de littérature, de culture, de politique. Violette s'insère, se contorsionne, ment très fort pour faire partie de leur monde, elle qui n'est la fille que de 2 ouvriers. Elle ment sur ses origines, développant une honte prononcée pour sa propre classe sociale. De chauffeur, son père passe ingénieur et sa mère première couturière chez Paquin. Forcément, ça fait un peu plus rêver les copains que mécano les mains dans le cambouis. Ses parents sont pourtant bien indulgents avec leur fille chérie, mais elle s'éloigne d'eux à vitesse grand V. Parfois, au détour d'un dernier verre, Violette confie à ses camarades que, de temps à autre, son père, je cite, « oubliait qu'il était son père » ou lui reprochait sa conduite trop particulière envers elle. Ça veut tout et rien dire, le doute plane et Violette boit une autre gorgée. À la fin de l'année 1932, Violette est prise sur le fait pour un vol de dictionnaire dans une librairie.
Une violente dispute éclate entre son père et elle n'hésite pas le lendemain à fuguer en laissant un mot sur la table de la cuisine. Elle va se jeter dans la Seine. Les parents rameutent tous les policiers du coin et on retrouve Violette sur le quai Saint-Michel, saine et sauve. Voulait-elle vraiment en finir ce jour de décembre 1932 ? On ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que les parents Nozières découvrent que Violette est malade, très peu de temps après cet épisode. Début mars 1933, proche du docteur Déron, qui la suit depuis des années, elle l'amène à rédiger un faux certificat de virginité et à falsifier la maladie elle-même. Officiellement, elle souffre alors d'érédosyphilis, une maladie contagieuse et héréditaire. Avec ça, elle met même sa maladie sur le dos de ses parents. De retour à la maison, une nouvelle dispute éclate entre les parents et leur fille. Peut-être ne croit-il pas à cet ultime mensonge. Pour Violette, c'est la dispute de trop. Elle ne veut plus vivre si c'est pour avoir ses parents sur le dos. Et surtout son père, Baptiste. 23 mars 1933. Violette l'a décidé, elle veut en finir avec la vie. Mais impossible d'imaginer ses parents vivre après elle, autant les emmener dans la mort. Pleine de ressentiment envers eux pour cette classe sociale à laquelle ils n'appartiennent pas, cette culture qu'ils n'ont pas, cet argent qu'ils ne gagnent pas. Elle est rongée par une rancune, notamment envers son père, qui, de l'extérieur, paraît incompréhensible. Cet après-midi-là, Violette se rend à la pharmacie et achète un tube de Soménal, un somnifère assez puissant. Sans leur montrer, elle persuade ses parents de boire une tisane avec elle qui contient un médicament prescrit par le bon docteur Déron et qui préviendrait toute contagion de son hérédosyphilis. Les parents acceptent. Et elle boit avec eux. Au cours de la nuit, vers 2h du matin, un début d'incendie se déclare dans l'appartement. Le feu consume le rideau qui sépare le couloir de la chambre. Violette, qui est réveillée, alerte ses voisins de palier, monsieur et madame Mayol. Baptiste Nozières revient à lui, mais son épouse est admise à l'hôpital Saint-Antoine dans un état critique. L'enquête ouverte pour comprendre l'état d'inconscience dans lequel la famille se trouvait et l'origine de l'incendie ne va pas loin et établit que les malaises sont dus à l'intoxication par la fumée. Point final. Malgré ces événements troublants, le quotidien reprend son cours. Violette et ses parents partent en Haute-Loire, berceau de la famille Nozières, pour passer les fêtes de la Pentecôte chez le père de Baptiste, Félix. Un différend familial oppose pourtant les deux hommes, puisque le grand-père Félix entretient une relation conjugale avec sa belle-fille, la veuve de son propre fils. Et ça fait jaser dans le coin. Après la tentative d'empoisonnement de mars 1933, Violette continue de beaucoup sortir et rencontre ainsi Jean Dabin, un étudiant en droit, fauché comme les blés, dont elle tombe éperdument amoureuse. Comme elle ment sur la situation de ses parents, le gars croit qu'il a affaire à une héritière ou quelque chose comme ça, et il n'hésite pas à se faire entretenir. Pour le garder auprès d'elle, elle lui donne 50 à 100 francs par jour. Et pour tenir, Violette enchaîne la prostitution et les vols. Le 14 juillet, en gare de Lyon, son père Baptiste perd l'équilibre et tombe de sa locomotive. Hospitalisé en urgence à la Pitié-Salpêtrière, il est de retour parmi les siens un mois plus tard, très affaibli. Nous sommes le 17 août 1933. Pendant ce temps, Violette nourrit de sacrés projets avec son amant fauché Jean Dabin, qu'elle rêve de rejoindre en Bugatti au Sables d'Olonne, où il est en vacances. Rien que ça. Mais comment trouver une telle somme ? Eh bien, elle a sa petite idée. Elle le sait, ses parents possèdent dans un coffre au Crédit Lyonnais pas moins de 165 000 francs d'économies en titres et en espèces. Encore doit-elle mettre la main dessus. C'est ce que je vous raconterai la semaine prochaine dans l'épisode 2 de cette saison de Crimes oubliés consacrée à l'affaire Violette Nozières. Si vous aimez mon podcast, je vous recommande d'écouter le podcast Contre-enquête de Stéphane Berthomé. Contre-enquête, c'est un épisode d'une courte histoire criminelle mise en ligne tous les jeudis. Stéphane y ajoute régulièrement des épisodes plus longs sur des sujets tels que le crime, les sciences criminelles et reçoit aussi des invités qui évoluent dans le milieu des affaires criminelles. Contre-enquête est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et si vous aimez Crimes oubliés, je suis sûre que ça va vous plaire, alors je vous souhaite d'avance une bonne écoute de Contre-enquête.